BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre débat quotidien. On a décidé de revenir aujourd'hui sur le traumatisme et peut-être le sentiment d'injustice aussi vécu par les Molenbeekois après les attentats de Paris, lorsque la commune est devenue un petit peu la cible de la presse européenne et mondiale, dont on parlait comme un repère de djihadistes. Quelles sont les traces que ces événements ont laissées à Molenbeek et comment on se remet de ce genre de stigmatisation et quelle est l'image que les habitants de la commune peuvent avoir d'eux-mêmes aujourd'hui. On va parler de tout ça avec Françoise Kepmans, qui est aujourd'hui première échevine, mais qui à l'époque était la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Bachir Emramet, qui est membre du foyer des jeunes de Molenbeek, et Ben Amidou, qui est comédien, vous l'avez peut-être vu dans Les Barons ou dans la première version de la pièce Djihad, mais qui sera bientôt aussi à l'affiche à l'Espace Mag avec une nouvelle pièce qui s'appelle Mon fils ce démon, qui parle aussi des attentats et du traumatisme et parfois du sentiment de culpabilité que certains peuvent avoir après ces attentats. Je signale déjà qu'on reparlera de cette pièce demain dans notre page culture, mais pour l'instant on va surtout s'intéresser donc à l'expérience molenbeekoise et on va peut-être rappeler ce qui s'était dit à l'époque, Sabine Rigelheim. Mais vous l'avez dit, dès le lendemain des attentats, les caméras et la presse mondiale sont braquées sur Molenbeek, qui acquiert immédiatement une notoriété internationale dont elle se serait bien passée. Foyer de djihadistes, base arrière ou sanctuaire du terrorisme, aux yeux du monde, la commune n'est rien d'autre qu'un repère de djihadistes. Les journalistes de La Planète se pressent dans les rues de la commune, dont ils ne connaissent rien, et lui taille une réputation qui lui collera longtemps à la peau. On se souviendra aussi des mots de Donald Trump, alors candidat à l'investiture républicaine. Bruxelles est un trou à rats, avait-il dit, mais aussi, bien plus près de nous, de Jan Jambon, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui avait promis de nettoyer Molenbeek. Bonjour Françoise Kepmans, vous étiez bourgmestre à l'époque. On vient de rappeler quelques citations, mais il y a eu vraiment des dizaines de correspondants étrangers qui se sont rués sur Molenbeek. Est-ce que vous avez eu à cette époque-là un sentiment d'injustice ? Mais la priorité après les attentats, c'était de réagir à la fois sur la sécurité et évidemment sur la prévention. Alors, je n'ai pas eu le temps de me poser la question injuste, n'est-ce pas injuste? Ce qui était essentiel, c'était de montrer justement que la commune était réactive par rapport à tous ces événements et qu'il y avait la nécessité de rassurer la population et aussi, moi, ce que je retiens de ces attentats, c'est plutôt la grande émotion que j'ai pu vivre au moment de ces attentats, comme d'ailleurs celui du Bataclan, évidemment, mais aussi celui de Zaventem, celui de Malbeek. Du métro Malbeek, oui. Donc il fallait nécessairement réagir et c'est aussi la grande solidarité qu'il y a eu au niveau de Bruxelles et en particulier au niveau de Molenbeek. Et donc vous savez, quand vous vivez ces événements, vous avez des images qui vous restent. Vous vous rappelez ce que vous faisiez à ce moment-là, quand on a annoncé les attentats, ce qui a suivi les jours après, la place communale qui était remplie de journalistes du monde entier qui étaient venus nous interpeller, nous attaquer directement le dimanche matin. Et aussi cette solidarité qui s'est faite sur la place communale quelques jours après, où justement les Molenbeekois, les associations sont venues pour dire non à la haine. Nous sommes des Molenbeekois. Ouais. Et ça a été aussi des moments très importants. Bachir Emramet, vous êtes en contact avec des jeunes aujourd'hui, donc ils étaient peut-être encore des enfants ou des jeunes adolescents à l'époque. Françoise Kepmans a employé le mot « on nous a attaqués ». Est-ce que c'est le sentiment qui domine ? Est-ce qu'on a eu le sentiment d'être attaqué à Molenbeek ? On a été plutôt harcelés par les journalistes, clairement, et puis on a été un peu traités comme des animaux de foire. C'était très désagréable, il y avait même des fois, situations assez cocasses et dramatiques à la fois, quand il y avait des journalistes de tous bords qui couraient après les gens, avec des mamans avec leurs enfants et leurs courses, pour avoir un scoop de n'importe quelle manière. Enfin bref, par moments, j'observais ça avec consternation et sidération par moment. Donc du coup, c'est clair que le ciel nous tombait sur la tête. Et du coup, il fallait se ressaisir. Et des fois, j'avais l'impression que c'était surréaliste. Et j'espérais qu'une chose, c'était de se réveiller de ce cauchemar, en fait. Ouais. Est-ce qu'on est réveillé maintenant, ou est-ce que les jeunes avec lesquels vous travaillez, ils vous en parlent encore ? Sincèrement, aujourd'hui, on n'en parle plus.
Ils n'ont même pas parlé de l'actualité, donc c'est moi qui leur fais un petit rappel. Et en clair, ils n'ont pas trop envie d'en parler. Ils veulent aller de l'avant, de passer à autre chose et de vivre enfin tranquillement, sereinement, comme n'importe quel jeune de notre société. Ouais. Ben Hamidou, vous êtes acteur. Je pense que vous animez des ateliers théâtre, hein, notamment à Molenbeek. La place de l'artiste, le regard que vous pouvez avoir, il faut en parler de ce qu'on a vécu et ça permet de le dépasser, ou est-ce que on tourne la page et puis on passe à autre chose? Bonjour déjà, oui effectivement, les ateliers que j'anime avec une équipe d'artistes pédagogues à la Maison des Cultures et des Cohésions Sociales, effectivement on est confronté à toute une série de thématiques, on voit beaucoup de jeunes, un jeune ne ressemble pas à un autre jeune. Je me souviens, lorsqu'il y a eu les attentats, je donnais des ateliers à la Maison de Culture et on s'est posé cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait fi de ça comme si rien ne s'était jamais passé? Ce qui était impossible, puisque Molenbeek était envahi par des journalistes. Ça a peut-être fait un peu de bien, je le dis toujours avec distance au snack, parce qu'il y avait beaucoup de monde, ils ne savaient plus où donner de la tête. Mais les gens étaient traumatisés parce que la plupart des médias ne voulaient pas comprendre. Ils voulaient des faits, des scoops, et c'était presque la chasse aux djihadistes dans chaque famille. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous n'en connaissez pas? Nous, avec les jeunes, on a décidé d'en parler. S'ils avaient envie d'en parler, sur le moment même, c'est comme un trauma, c'est comme une douleur. On n'y croit pas, hein, parce qu'on se sent touché effectivement dans sa chair. Et puis, on se dit tout ça pour rien. À cause d'une minorité, c'est toute une commune, ce sont tous des gens, ce sont tous des associations, aussi des politiques qui sont stigmatisés. Alors, il ne faut pas être dans le déni. Il y a des choses qui n'ont pas été faites, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Le politique a sa responsabilité, les associations peut-être aussi. Mais je veux dire, nous, avec les jeunes, on a essayé d'en parler, mais de passer à autre chose. Et actuellement, la plupart des jeunes avec qui je suis en contact, mais ils ont d'autres préoccupations. Ils ont du taf, ils passent leurs examens, ils veulent bosser. Il y a un milieu associatif extraordinaire sur Molenbeek. Il y a une énergie, je vous jure, pour y être presque tous les jours, incroyable. Et ces jeunes-là, et les gens, je pense, veulent aller de l'avant. Alors, on n'oublie pas le passé, mais on regarde vers l'avenir. Ouais. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas toujours un petit sentiment désagréable qui est quelque part entre la culpabilité et le sentiment d'injustice quand on parle de Molenbeek comme d'une communauté, et quand on fait aussi le lien, voilà, tous ceux qui ont un rapport avec Molenbeek, qui en plus ont un rapport culturel ou religieux avec l'islam, ça fait un groupe dont on peut juger qu'il a quelque chose à se reprocher. Parce qu'on, allez, c'est pas dit clairement, mais c'est ce qui ressort quand même très souvent dans la couverture médiatique. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Oui, et à la fois, c'est ce que je dis à mes jeunes, on n'a pas le monopole de la bonté ni de la connerie. C'est pas parce que le gars s'appelle Salah ou Abdel que je vais payer pour ce qu'il a fait ou que je vais me sentir. Alors bien sûr, il y a cette humanité parce qu'on se sent touché, qu'on soit belge d'origine immigrée ou on est juste humain, on est touché. Ce sont des actes immondes, c'est antidémocratique, il n'y a pas de nom pour nommer ça. Je pense que les jeunes, oui, sont touchés. Alors parfois, oui, il y a effectivement toute une série de thématiques, mais il faut passer au-dessus. Il faut lutter contre la discrimination. Il faut que les associations se fassent entendre. Il faut que le politique fasse son job. Et je pense, voilà, il faut aller de l'avant. Ouais, Françoise Keppmans, l'image de la commune, donc fortement touchée à l'époque. Il y a eu beaucoup d'actions de communication. Il y a eu aussi ce qu'on vient de décrire là, un peu cette mobilisation citoyenne au sein de Molenbeek. On a parlé de Molenbeek en bien aussi. Il y a aussi beaucoup de reportages qui parlent désormais de Molenbeek de manière positive. Est-ce que l'un efface l'autre, ou est-ce qu'il y a un déficit négatif qui est difficile à remonter? Molenbeek a toujours eu, je dirais, une image compliquée, même avant toute cette période des attentats. Quand on disait qu'on était Molenbeekois, eh bien, parfois on vous regardait comme si vous veniez d'une région, d'un quartier qui était complètement méconnu. Et ça, c'est une image qui a existé évidemment très fort au moment des attentats et dans les années qui ont suivi. Mais Molenbeek, c'est une commune
de diversité. Et c'est ce que je souhaite toujours rappeler. C'est vraiment une commune populaire et c'est une commune de diversité où justement il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de challenges et il ne faut pas. Et moi, je me suis employée à faire en sorte qu'on ne confonde pas ces individus et les jeunes. C'est vraiment tout à fait différent parce que les fous furieux n'étaient pas nécessairement des jeunes, c'était surtout des délinquants, des voyous. Et donc, il faut. Voilà, moi, je veux toujours apporter cette différence par rapport à Molenbeek. Voilà, et cette distinction elle est évidemment fondamentale. On va quand même rappeler qu'ils sont les personnalités concernées dont on va retrouver le nom dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, Sabine Rigolheim. Et les liens qui sont très vite faits entre les attentats de Paris et effectivement la commune de Molenbeek, puisqu'il s'avère très vite que parmi les personnes impliquées dans les attaques, beaucoup en sont originaires ou y ont vécu. Il y a bien sûr les frères Abdeslam Brahim qui s'est fait exploser lors de l'assaut des terrasses parisiennes. Et puis Salah Abdeslam, en fuite au lendemain des attaques et seul membre du commando encore en vie, principal accusé aujourd'hui dans le procès des attentats de Paris. Il y a aussi Abdelhamid Abaout, cerveau présumé des attentats, qui a lui aussi passé une partie de sa jeunesse dans la commune. On peut encore citer Mohamed Abrini, ami d'enfance des frères Abdeslam, et chauffeur présumé d'Abdeslam, Hamza Atou, Ahmed Damani. Sur les 20 accusés soupçonnés d'avoir participé aux attentats, 12 sont belges et la plupart ont vécu ou sont passés par Molenbeek. Alors, Bachir Emrabet, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu, aujourd'hui, votre travail, c'est quoi avec les jeunes de Molenbeek? Vous nous avez dit, ils ont d'autres préoccupations, il faut d'abord trouver du boulot, il faut regarder vers autre chose. C'est quoi dont on parle en ce moment à Molenbeek? Est-ce qu'on arrive à ne pas parler des attentats ces jours-ci? Sincèrement, pour être honnête, on ne parle pas des attentats de manière régulière. Là, on en parle parce que c'est l'actualité, mais on en parle avec parcimonie. On travaille quotidiennement avec eux par rapport à leur parcours scolaire. On fait des activités culturelles, du théâtre, qui est un outil formidable. Ben ne me dira pas le contraire. Par rapport à l'épanouissement, à l'estime de soi, etc. Et alors après, évidemment, il y a la réalité de la vie. On essaie aussi de les aider quand il s'agit de trouver un job. C'est des choses assez basiques finalement, et on les accompagne en ce sens. Maintenant, on sait très bien que quand il y a eu les premiers départs en Syrie, les premiers contacts de certains jeunes qui sont partis en Syrie ont été faits par des réseaux sociaux. Et on sait très bien que cet outil a été un élément important pour la communication avec ces jeunes-là en particulier et pour que les recruteurs puissent rentrer en contact avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis un atelier, un module sur l'éducation aux médias, de comment travailler avec ces outils, les utiliser de manière parcimonieuse et en tout cas avec un esprit critique, et de ne pas être naïf par rapport aux fake news, aux contacts qu'on peut avoir, ou des gens qui ont une approche assez particulière avec vous. Donc du coup, on a fait ce genre de travail pour essayer de faire un travail de prévention. Je ne suis pas dans la déradicalisation, mais plutôt dans un travail de prévention. Mais globalement, l'éducation aux médias est beaucoup plus générale, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le radicalisme. Évidemment, on sait ce que ça peut donner par rapport à certaines choses, mais disons qu'on fait un travail de développement d'esprit critique et de sens des responsabilités. Et on le fait aussi avec des parents et des familles. Ouais. Françoise Skepmans, une petite question d'actualité quand même. J'ai cru comprendre qu'il y avait un film, un tournage qui était en cours ces derniers jours à Molenbeek. Ça n'a pas forcément été bien vécu parce que le sujet du film, c'est justement le terrorisme. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu ne pas donner l'autorisation à ce tournage ? La question a été longuement discutée, et donc il avait été décidé d'encadrer ce tournage parce qu'il nous semblait plus logique d'avoir cette attitude plutôt que de l'interdire. Parce qu'on aurait dit, évidemment, Molenbeek ne veut pas la liberté d'expression sur son territoire, elle ne veut pas revenir sur certains dossiers, et donc elle les interdit. Donc, finalement, ce tournage a duré peu de temps. Je comprends très bien qu'il a été mal ressenti par la population et notamment du quartier qui a vu, parce que ça rappelait quand même des souvenirs fort pénibles. Mais voilà, je pense que c'est derrière nous, et ce qu'il faut mettre en avant, évidemment, c'est tous les éléments positifs qui existent à Molenbeek, et je peux vous assurer qu'ils sont nombreux. On a parlé de la culture, on peut également parler de l'éducation. Ce sont des valeurs qui véritablement soutiennent
les jeunes. Et alors, je voudrais aussi rajouter que c'est vrai que les associations ont un rôle très important à Molenbeek et qu'elles font un travail depuis des années et des années qui est véritablement constant et ça se fait aussi parce qu'on parle beaucoup des jeunes, mais aussi auprès des mamans, parce que souvent les mères ont un rôle important, mais aussi de plus en plus auprès des pères. Et ce qu'on veut, c'est véritablement faire en sorte que chaque habitant de la commune, chaque citoyen se sente concerné, puisse participer. Ça nous semble essentiel de ne pas vivre l'un à côté de l'autre, mais de faire ensemble des projets. Alors Ben Hamidou, il y a cette nécessité de faire du lien et le vivre ensemble, on pourrait appeler ça comme ça, auquel Françoise Keppmans vient de faire référence. Bachir El-Rabet, il a attiré notre attention il y a quelques minutes aussi sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur la difficulté à pouvoir maîtriser la grammaire des réseaux sociaux, la grammaire de l'information et à pouvoir faire un petit peu le tri dans les sources d'informations qui s'offrent à nous. Quand vous êtes en contact avec les jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble facile, faire le tri entre ce qui est une information factuelle vérifiée et ce qui est peut-être déjà de l'interprétation de l'information, et puis un cran plus loin encore, ce qui relève vraiment de fausses informations? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît facile, simple? Non, c'est pas simple. Déjà pour nous, c'est pas simple. Simplement, lorsque on est avec des jeunes, je parle par exemple dans le cadre d'un atelier d'éducation artistique et au théâtre, le théâtre, c'est pas une vérité révélée, hein. Et donc, ce sont des opinions, c'est un point de vue. Et donc, on essaye, lorsqu'on travaille avec eux, on leur demande de vérifier ces sources, de vérifier ces différentes sources, d'où proviennent les sources, et d'arrêter avec les rumeurs. Il a dit que j'ai dit, qu'il a dit, qui m'a dit, voilà. Et donc, on essaye d'en discuter avec eux. Ça reste très difficile, comme l'a dit Bachir. Les réseaux sociaux sont multiples, les jeunes sont vraiment accrocheurs. Et donc, on essaye simplement de leur donner des codes et de ne jamais couper la communication. C'est hyper important, parce que même si on vit dans l'ère du numérique, il n'y a pas mieux que la communication en direct. Ouais. Bachir El-Rabet, je reste sur ce thème-là. Si les jeunes, et parfois des moins jeunes, vont aussi chercher des sources d'informations alternatives, on va dire ça comme ça, c'est parce qu'ils ont une grande défiance vis-à-vis des médias traditionnels, vis-à-vis des institutions aussi, d'une manière générale. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vit beaucoup? Comment on fait pour contrer ça? Quand on dit les politiques ne s'occupent pas de nous, ils ne pensent qu'à eux, de toute façon, les entreprises, on ne les intéresse pas, et peut-être même que la maison des jeunes, c'est un bras armé de la commune et finalement, j'ai rien à y faire. Écoutez, par rapport à l'esprit critique, par rapport aux informations qu'ils reçoivent, c'est assez complexe. Parce que c'est vrai que la télévision de papa, pour les jeunes, c'est plus vraiment leur dada. C'est-à-dire que avant, si je me souviens bien, Ben ne me dira pas le contraire, Madame Keppmans non plus, on regardait la télévision ensemble, il y avait un seul écran à la maison et on partageait des moments et des avis sur le journal, sur le film de Louis de Funès qu'on venait de voir, et on savait ce que le gamin avait vu la veille, etc. Aujourd'hui... Ça, c'est fini. C'est fini. Les gamins ont leur propre code culturel, ils ont une consommation culturelle différente de la nôtre, et des fois, c'est pas toujours très lumineux, hein, mais bon, ils ont Snapchat, ils ont Instagram, et qu'est-ce qu'ils regardent, avec qui ils communiquent, on ne sait plus. D'ailleurs, pour revenir à notre sujet, beaucoup de jeunes sont partis en Syrie parce que les parents n'ont rien vu venir, les éducateurs non plus, et personne d'ailleurs en clair. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet écran où ce gamin est seul face à cet écran. Et donc du coup, il n'y a pas de garde-fou. Et on n'était pas... Beaucoup de mamans, par exemple, disaient, des mamans de jeunes qui sont partis en Syrie, hein, pour donner un exemple, disaient « Ah, mon gamin, il n'était plus en rue, il était dans sa chambre, devant son ordinateur, il est devenu sérieux, du coup il étudie plus sérieusement. Ah ben, j'en suis ravi. Hein. » Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que ce gamin était en train de communiquer ailleurs et pas forcément pour des choses très positives. Et c'est comme ça que, plus tard, quelques jours, il s'est retrouvé en Turquie, face à la frontière syrienne, en disant « Maman, voilà, je ne rentre pas. » Et donc, c'est passé par ce biais-là. Et donc, du coup, on n'a plus de contrôle sur ces modes de communication. Et la vraie question, c'est comment on fait pour garder le contact, comme disait Ben Hamidou, avec ces gamins et savoir un peu ce qu'ils font de leur journée et comment ils consomment
l'information, parce que l'information qu'ils reçoivent aujourd'hui n'est pas complète. Ce sont des bribes d'informations qu'ils reçoivent, des petites informations, des petites images, etc. Et il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de contexte de l'actualité. Et c'est là-dessus qu'on essaie de recoller les morceaux et de remettre en ordre le puzzle avec ces jeunes pour essayer qu'ils puissent recouper l'information quand ils en ont une et d'essayer d'avoir justement une idée très claire et en tout cas mieux aboutie de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils voient. Ben Abidou, je fais juste une toute petite parenthèse sur la pièce que vous allez présenter à partir, je crois que c'est jeudi soir, la première, à l'Espace Mag. Justement, où on parle de parents d'enfants qui sont partis faire le djihad et commettre des attentats et justement de cette radicalisation qu'on n'a pas vu venir. Est-ce que les parents, ils peuvent vivre avec ce sentiment de culpabilité? Comment on peut les aider à dépasser ce sentiment de culpabilité? Écoutez, alors c'est mon opinion humble et personnelle, parce que ni dans ma famille, ni dans mes proches, je n'ai eu de gens qui sont partis en Syrie. Je suppose que pour avoir rencontré des parents, c'est comme l'a dit Bachir, c'est un cauchemar, c'est un trauma, on n'y croit pas. Malheureusement, on est ramené dans la réalité et je pense que pour beaucoup de parents, au-delà de l'incompréhension ou peut-être parfois de la culpabilité de dire comment j'ai pas pu voir ça, comment quand il était dans sa chambre, j'ai pas pu contrôler, mais c'est toujours facile de dire après il y avait ou il y a qu'à. Et donc souvent beaucoup de parents se sont investis dans des associations, ils ont essayé de comprendre et surtout de trouver d'autres personnes qui étaient dans le cas pour les écouter, parce qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de parents qui étaient dans le cas ont été culpabilisés par les autorités. Quand ils ont été auditionnés par la police, quand on leur annonce que leurs enfants sont partis en Syrie, c'était presque comme s'ils étaient les recruteurs. C'était presque comme s'il y avait une complicité tacite avec leur enfant. Et ça, ils l'ont très, très, très mal vécu au-delà du trauma. Voilà, c'est ce qu'on... Françoise Quépens, un dernier mot. Oui, je voulais quand même préciser que oui, il y a ces jeunes qui ont été recrutés et qui étaient fragiles ou qui avaient des difficultés sociales, culturelles, mais rappelons quand même que beaucoup des terroristes sont des jeunes qui étaient issus de familles qui n'avaient pas de difficultés et c'était des délinquants. Hein. Rappelons quand même que c'était des délinquants, c'était pas des jeunes victimes d'un environnement socio-culturel qui leur était défavorable. Hein. Donc, et ça, je pense qu'il faut nécessairement pouvoir faire la distinction aussi. Ah oui, c'est clair. Si vous permettez, c'est clair. Hein. Je pense que la majorité des gens, c'était des tueurs, c'était des délinquants. Il n'y a pas d'excuse à leur chercher et nullement. Il faut appeler un chat un chat. Ici, moi, je parlais essentiellement des parents qui, eux, se sont retrouvés dans la situation. Et ils ont été mis sur le même banc des accusés que ces personnes-là ou que leurs enfants, alors qu'eux découvraient le poteau rose. Voilà. Voilà, et on continuera sur BX1 à parler positivement de Molenbeek avec beaucoup d'autres initiatives. Merci Françoise Quépens, première échevine, Bachir Emrabet du foyer des jeunes de Molenbeek, Ben Amidou, acteur. Je signale qu'on va recevoir Jamel Yousfi, qui est le metteur en scène de la pièce dont on vient de parler demain dans cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce face-à-face et on espère qu'on reparlera plus de cette manière-là de Molenbeek et qu'on arrivera enfin un jour à tourner la page. Merci à tous les trois.